Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, Tour d'horizon, et non pas prologue contre la montre dans le Tour de France. Dans la vieillesse, un essai publié en 1970 chez Gallimard, Simone de Beauvoir affirme « La vieillesse est un naufrage », écrivit Chateaubriand avant d'être plagié par le général de Gaulle. Cette formule, récupérée ou non, peu importe à vrai dire, par le chef de la France libre, est énoncée au chapitre La Chute, dans l'Appel, le tome 1 de ses Mémoires de guerre 1954. Insinuant que l'avancée de l'âge s'accompagne d'une décadence physique et intellectuelle, elle visait au maréchal Pétain, chef de l'État français de 1940 à 1944. Elle est suivie d'une phrase qui le confirme sans équivoque. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. La sénescence, ce processus biologique naturel incontournable inscrit dans notre génome, m'a toujours angoissée. Pour tenter de retarder le plus possible ce naufrage annoncé, je soumets ma mémoire à des exercices perpétuels. La plupart du temps, ils sont dénués de tout intérêt et n'ont pour seule vocation que de maintenir au mieux mes facultés d'enregistrement et de restitution des informations engrangées. Ainsi, passionné de cyclisme, je récite régulièrement dans ma tête la liste des vainqueurs du Tour de France, le Tour, depuis la reprise de la course après la Seconde Guerre mondiale. Sans hésitation j'énumère 1947 Jean Robic, 1948 Gino Bartali, 1949 Fausto Coppi et ainsi de suite jusqu'en 1999. À partir de là j'éprouve quelques difficultés à poursuivre. Je sais malgré tout que jusqu'à 2005, il n'y a pas de vainqueur officiellement reconnu. En ces temps, Lance Armstrong dominait. Que dis-je, surclassait tellement ses adversaires que ses prouesses ont attiré l'œil des responsables. Après de longues démarches, ceux-ci sont parvenus à lui faire reconnaître que tous ses exploits étaient entachés d'irrégularités. La prise de produits dopants interdits. Il est donc déchu et son nom est retiré du palmarès. En 2006, la situation se complique. Son ancien et fidèle équipier, Floyd Landis, gagne la grande boucle, mais est déclassé pour dopage au profit du second Oscar Pereiro. En 2010, le vainqueur à Paris Alberto Contador, sanctionné pour dopage par le tribunal arbitral du sport, TA, perd son titre sur le tapis vert au profit d'Andy Schleck son suivant. Alors je m'y perds. Comment se souvenir des noms des gagnants s'ils changent? À quoi bon vouloir retenir un patronyme sachant que demain peut-être, il ne sera plus celui du premier? J'ajoute que parfois, il est encore plus compliqué de s'y retrouver. Ainsi en 1996, Bjarne Riis remporte-t-il la course. Puis, en 2007, il avoue s'être dopé au cours de cette compétition. Son nom disparaît du palmarès et ce tour est un temps considéré sans vainqueur. Les organisateurs n'attribuent pas le titre au deuxième, à savoir Jean Ullrich. Le 4 juillet 2008, ils décident cependant de réattribuer la victoire à Bjarne Riis. Ce jeu de chaises musicales ne constitue pas une exclusivité française comme le prouvent deux exemples choisis, de façon aléatoire, parmi tant d'autres dans un ensemble particulièrement riche. En 2005, Roberto Heras remporte pour la 4e fois la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. En raison d'un contrôle antidopage positif, il est dépossédé de cette victoire qui lui est néanmoins réaccordée en 2012. Le leader de cette Vuelta porte depuis 2010 un maillot non pas jaune, amarillo, comme disent les Espagnols, mais rouge. En 2011, Juan José Cobo l'a rapporté à Madrid. Convaincu de dopage, il est déclassé et son suivant, Christopher Froome, prénommé plus usuellement Chris, reçoit 8 ans plus tard le maillot rouge de vainqueur. Ces états de fait, un vrai défi pour mes efforts de mémorisation, génèrent en moi des questions. Je m'interroge en particulier pour savoir si le dopage a sévi dans le cyclisme seulement depuis la fin des années 1990. Trouver les réponses m'oblige à effectuer des recherches et à vérifier les informations alors obtenues. Je ne peux que me réjouir de cette tâche d'investigation qui empêche mes méninges d'entrer en dormance, comme disent les spécialistes de physiologie végétale à propos des organes qui entament un cycle de vie ralenti. Les pratiques anciennes ni cachées, ni interdites. L'utilisation de substances destinées à améliorer les performances des coureurs cyclistes et à diminuer leur sensation de fatigue apparaît très tôt. Il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer avec précision ce moment. Quoi qu'il en soit,
cette pratique est présente dès les premières éditions du Tour de France. Ainsi, le 27 juin 1924, dans le quotidien Le Petit Parisien, le journaliste Albert Londres écrit-il à Coutances un article qui marquera pour toujours le monde du vélo. Intitulé au moment de sa publication, Les frères Pélissier et leurs camarades Ville abandonnent, il est plus tard titré Les forçats de la route. Cette formule coïncide de manière singulière avec la sortie d'Aubagne, best-seller d'Albert Londres revenu de Cayenne. En fait, si cet article est entré dans la légende du Tour, c'est d'abord et avant tout parce qu'il concerne une famille de champions cyclistes français, celle des Pélissier. Elle est composée de 3 frères, Henri l'aîné, Francis et Charles le cadet. Très différents sur le plan morphologique mais aussi quant à leurs aptitudes et à leur tempérament, ils ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cyclisme en y régnant, à eux 3, pendant plus de 20 ans. Henri, athlète longiligne surnommé la plume ou la ficelle, ou encore fil de fer, est un champion irascible, à fort caractère, qui n'a pas hésité à affronter physiquement ses adversaires. Il décède d'ailleurs, abattu par sa compagne Camille Tarot, à la suite d'une violente dispute conjugale. L'acte meurtrier ayant été jugé comme un cas de légitime défense, la maîtresse du champion cycliste est condamnée avec sursis. Indiscutable champion, il a gagné de nombreuses classiques d'un jour tels que Paris-Roubaix, le Tour de Lombardie, Milan-San Remo. Il s'est adjugé également des grandes courses à étapes, en particulier le Tour en 1923. Francis, le second de la tribu, admirateur inconditionnel de son frère plus âgé, présente contrairement à ce dernier une stature plus imposante. Elle est probablement à l'origine de ses succès dans des épreuves exigeantes, sur le plan de la résistance, à l'image de Bordeaux-Paris. Le Grand, ou le Sorcier de Bordeaux-Paris, comme il est appelé dans le milieu du vélo, court davantage pour aider Henri que pour en tirer un bénéfice personnel. Son meilleur classement dans le Tour se situe par exemple à la 23e place en 1923, l'année de la victoire d'Henri. Ses 5 autres participations se sont soldées par des abandons. Une fois sa carrière professionnelle terminée, Francis devient directeur sportif des équipes Mercier et La Perle respectivement avant la Seconde Guerre mondiale et de 1946 à 1955. Dans cette dernière, il dirige l'élégant et célèbre Suisse Hugo Koblet vainqueur du Tour en 1951. Puis il engage un tout jeune homme qu'il vient de découvrir, qu'il façonne et qui va devenir un grand champion, Jacques Anquetil. Enfin, Charles, avec 15 et 9 ans de moins qu'Henri et que Francis, a peu de points communs avec ses frères. Sprinter puissant, il gagne surtout des courses en ligne et de nombreuses étapes du Tour. En 1930, il établit le record du nombre des victoires dans cette course sur une seule année, à savoir 8. À ce jour, seul Eddy Merckx en 1970 et 1974, puis Freddy Martens en 1976 l'ont égalé mais personne ne l'a amélioré. En dehors de ces exploits qui lui confèrent une notoriété digne de celle de ses frères aînés, Charles est connu pour son goût du raffinement dans la présentation. Toujours coiffé de façon impeccable, habillé avec chic aussi bien sur son vélo qu'à la ville, il initie incontestablement un changement dans la tenue du coureur cycliste. Pour en revenir au Tour de 1924, Henri et Francis Pélissier, accompagnés de Maurice Ville, abandonnent au cours de l'étape Cherbourg-Brest en raison de l'attitude d'un commissaire. En effet, avant le départ, celui-ci s'était permis de soulever le maillot d'Henri pour vérifier s'il en portait un autre en dessous. Dans ce cas, le règlement stipule que le nombre de vêtements ne doit pas être modifié jusqu'à l'arrivée. Albert Londres rapporte alors la vive discussion qui s'ensuivit entre l'aîné des 3 frères et le directeur de la course Henri Desgranges. Ce dernier suggère de reprendre cet échange à l'arrivée à Brest, ce à quoi le coureur répond que dans cette ville le problème ne se posera plus puisqu'il aura abandonné avant. À la suite de cette altercation, il rejoint le peloton et s'adresse à son frère en ces termes : « Viens Francis. On plaque. » Quant à Ville, il se trouve dans un état de fatigue plus qu'avancé et déclare : « J'ai les rotules en os de mort. » Aussi s'associe-t-il aux 2 autres pour en finir avec la course. Après cette décision, tous 3 se retrouvent dans un café de Coutances où Albert Londres arrive quelque temps plus tard. Ils entament la conversation sur la dureté du Tour. Henri exprime son exaspération par ces mots : « Vous n'avez pas idée de ce qu'est le Tour de France, c'est un calvaire. Et encore le chemin de croix n'avait que 14 stations, tandis que le nôtre en compte 15. Nous souffrons du départ à l'arrivée.
Voulez-vous voir comment nous marchons ? Il plonge la main dans un sac et en sort 2 flacons en disant : ça c'est de la cocaïne pour les yeux, ça c'est du chloroforme pour les gencives. Quant à Will, il sort un étui de sa musette en déclarant : c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Puis tous 3 sortent de leur poche des boîtes de pilules que Francis appelle de la dynamite. Par conséquent, déjà dans le premier quart du XXe siècle, les coureurs cyclistes ont recours à divers produits pour obtenir de meilleurs résultats mais aussi pour diminuer leur souffrance. Peut-être d'ailleurs ces pratiques sont-elles apparues plus tôt. Toutefois, il ne semble pas qu'il existe d'informations disponibles à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ces comportements des athlètes ne sont ni cachés par les utilisateurs comme les frères Pélissier en donnent la preuve, ni condamnables. Aucun texte n'interdit l'usage de ces substances. Plus tard, avant le début de la lutte antidopage et même un peu au-delà, de grands champions n'hésitent pas à admettre qu'ils font appel à des composés chimiques pour effectuer leur métier convenablement et dans des conditions acceptables. Le journaliste Paul Fournel admire sans la moindre réserve Jacques Anquetil. Dans une interview sur le site liberation.fr, il affirme sans langue de bois le 06 juin 2012 que non seulement son idole se dopait, mais qu'elle le disait et le redisait. À la même époque, il publie aux éditions du Seuil Anquetil tout seul. Dans cet ouvrage, il aborde ce problème. Il commence par une référence au Grand Prix de Forlì contre la montre. En 1961, Jacques Anquetil et Ercole Baldini sont convaincus que la victoire ne peut pas échapper à l'un d'eux tant la différence avec leurs adversaires est grande. La veille de la course, ils dînent ensemble et se fixent un défi : ne pas utiliser d'amphétamine et rouler à l'eau minérale pour voir. Ils tiennent parole, Jacques Anquetil gagne, Ercole Baldini termine deuxième mais leur moyenne est largement inférieure à celle des années précédentes. De plus, ils avouent que la route leur a semblé interminable, et qu'ils ont eu l'impression de se traîner et de souffrir le martyre. D'un commun accord, ils se promettent de ne jamais renouveler cette expérience. Toujours dans son Anquetil tout seul, Paul Fournel cite à plusieurs reprises des paroles prononcées par le champion normand dans divers médias. Ainsi en 1967 dans le journal L'Équipe il aurait dit : il faut être un imbécile ou un faucheton pour s'imaginer qu'un cycliste professionnel qui court 235 jours par an peut tenir le coup sans stimulant. Il répète à peu de choses près ce message dans l'hebdomadaire France Dimanche où, une fois de plus selon Paul Fournel il aurait affirmé : ceux qui pensent que l'on peut faire de la course cycliste sans se doper sont des menteurs. Il aurait même reconnu que ses fesses sont trouées comme une passoire. Parmi tous ses exploits, il y en a un plus spectaculaire que les autres. En 1964, il gagne son 5e Tour de France qui se termine par le célèbre duel avec Raymond Poulidor dans la montée du Puy-de-Dôme. L'année suivante, il n'est pas motivé pour se battre à nouveau dans la perspective d'un 6e succès. Il envisage une année 1965 plus tranquille, et éventuellement même sabbatique. Mais son directeur sportif du moment, Raphaël Gemignani ne l'entend pas de cette oreille. Jacques Anquetil ne comprenait pas pourquoi Raymond Poulidor, l'éternel second, était adulé, idolâtré par le public et lui, le brillantissime, mal aimé, voire conspué. Il souffrait de ce qu'il considérait comme une injustice. Raphaël Gemignani le savait, et a exploité cette situation. Il concède qu'une nouvelle victoire dans le Tour n'ajouterait rien à la popularité de son coureur. En revanche, un exploit ambitieux et un peu fou pourrait non seulement l'améliorer mais en plus, inverser la cote d'amour de la foule en sa faveur. Consultant le calendrier des épreuves de 1965, le manager constate que la célèbre classique Bordeaux-Paris, longue d'environ 600 km, ce qui correspond à peu près à 14 heures de compétition, a lieu le lendemain de l'arrivée du Dauphiné libéré. Cette dernière se déroule sur une semaine dans les Alpes avec, bien entendu, une succession quasi ininterrompue de cols à gravir. Le cadre du coup d'éclat est tout trouvé. Raphaël Gemignani veut entraîner Jacques Anquetil vers un doublé inimaginable et complètement déraisonnable, gagner le Dauphiné et le lendemain Bordeaux-Paris. Mais le Normand n'accepte pas aisément de se voir imposer des contraintes qu'il n'a pas lui-même choisies. Aussi, rusé comme il l'est, sans en parler à l'intéressé, le directeur sportif fait-il part à Janine, l'épouse de Jacques, de ce projet démentiel. Quelque temps plus tard, l'air de rien,
Celle-ci aborde ce sujet avec son mari en invoquant le fait que le calendrier des épreuves interdit aux coureurs inscrits au Dauphiné d'envisager de se produire dans Bordeaux-Paris surnommée « la course qui tue ». L'enchaînement de ces deux compétitions n'est en aucun cas concevable. Présenté ainsi, il retient toutefois l'attention de l'intéressé pour qui « impossible n'est pas Anquetil », Paul Fournel, Anquetil tout seul. Après réflexion, il décide de se lancer dans ce défi insensé. Le Dauphiné n'a rien d'une promenade agréable pour Jacques Anquetil. Son principal adversaire Raymond Poulidor, en grande forme, lui tient la dragée haute. Le temps est épouvantable, ce que n'apprécie pas le quintuple vainqueur du Tour en raison de bronches fragiles. Atteint d'un début de bronchite et d'une angine naissante, il parvient néanmoins à terminer à Avignon, la course en vainqueur mais dans un état d'épuisement fort avancé. Dès la remise du bouquet, il saute dans une voiture qui, escortée par des motards de la gendarmerie, rejoint l'aéroport de Nîmes. Moins de 3/4 d'heure plus tard, l'avion mis à sa disposition, semble-t-il, par le général de Gaulle se pose à Bordeaux. Il faut ensuite se rendre à l'hôtel où la nuit est d'une durée plus que réduite. Le départ de la course fixé à 2h30 est précédé d'un parcours en ville, qui avance encore l'heure du rassemblement des coureurs. Fatigué, éprouvé sur le plan psychique, redoutant une pluie annoncée, un peu avant Poitiers, Jacques Anquetil est prêt à abandonner. Il met même pied à terre un instant. L'humiliation de monter dans la voiture balai, le Waterloo de ses illusions, écrit Jacques Marchand dans Anquetil le rebelle, lui redonne un soupçon d'énergie. Il reprend le vélo, rattrape le peloton qui avait ralenti. À Châtellerault, comme tous les autres, il prend le sillage d'un derny, un engin intermédiaire entre une petite moto et un gros vélomoteur. Derrière celui-ci, la résistance de l'air diminue considérablement, surtout si le pilote, appelé entraîneur, est de forte taille et s'il écarte les jambes. Celui de Jacques Anquetil, Joseph, dit Joe Goutorbe, un homme à la stature imposante, a ce jour-là multiplié les maillots et les pullovers pour faire écran et protéger au mieux le Normand. En raison de la forme a priori douteuse de ce dernier, Raphaël Gemignani a donné des ordres formels à l'entraîneur, surtout pas d'à-coups, il ne les supportera pas. Alors la manette douce. Il faut le ménager pour le reconstituer, rapporte à ce sujet Jacques Marchand dans Anquetil le rebelle. La consigne est respectée à la lettre. À la peine pendant toute la nuit, le champion retrouve peu à peu ses sensations. Puis, aidé par son coéquipier et fidèle ami Jean Stablinski, il va chercher tous ceux qui tentent de lui fausser compagnie. François Mahé et Tom Simpson ne parviennent pas à se détacher. Arrive alors la vallée de Chevreuse. Jacques Anquetil retrouve son coup de pédale fluide et efficace et son moral de gagneur. Dans la côte de Picardie, il accélère, il s'échappe. L'écart avec les poursuivants se creuse tout de suite. Personne ne le rattrape. Il termine seul. L'épopée se termine par une victoire pourtant peu envisageable tout au long du parcours. Dans le Parc des Princes, où est jugée l'arrivée, le public exulte. L'ovation dépasse tout ce qui pouvait être attendu. Désormais, Jacques Anquetil n'est plus le coureur détesté de la foule, il devient à cet instant son enfant chéri. Il doit reconnaître que Raphaël Gemignani avait eu raison de le convaincre de tenter ce pari complètement fou. Enchaîner et surtout gagner 2 compétitions sans dormir entre celles-ci. Beaucoup plus tard, des bruits circulent. Dans l'avion qui le conduit à Bordeaux, Jacques Anquetil aurait été transfusé pour remplacer les globules rouges, transporteurs d'oxygène, brûlés au cours du Dauphiné. Il s'agit là d'une méthode de dopage peu, voire pas utilisée à cette époque, et par conséquent non condamnable, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Jacques Anquetil n'a donc jamais caché son usage de produits divers pour réaliser ses exploits. Bien que licite alors, cette façon de faire est restée malgré tout, très exceptionnellement avouée par leurs utilisateurs. Seuls quelques-uns d'entre eux, mais rares, l'ont reconnu publiquement. En premier lieu, il convient de souligner que, constatant le recours des coureurs aux substances stimulatrices, le corps médical n'a pas ressenti la nécessité de manifester sa réprobation. Ainsi, d'après certaines sources, au soir d'une étape du Tour 1960, le docteur Dumas pénètre-t-il dans la chambre de Gaston Nencini, le futur vainqueur de l'épreuve. Il constate que celui-ci est perfusé par une solution hormonale. Toutefois, il n'adresse officiellement aucune remarque de caractère médical à l'intéressé. En outre,
Dans la mesure où la prise de produits dopants n'apparaît pas condamnable dans la législation ou la réglementation, elle devient tacitement autorisée. En conséquence, Gaston Nencini ne fait-il l'objet d'aucune sanction. En ce qui concerne les coureurs eux-mêmes cette fois, dans la grande imposture, le médecin du sport Jean-Pierre de Mondenard livre des informations précieuses. Il indique notamment que le grand Fausto Coppi confesse qu'en 1952, alors qu'il était en pleine activité cycliste, il prenait de la bomba chaque fois qu'il courait. Chez les Italiens, la bomba, c'est-à-dire la dynamite, désigne les amphétamines. Jacques Anquetil, on l'a vu, a fait lui aussi état de prise de ces substances pour mieux supporter la fatigue et les douleurs. Puis, peu à peu, bien que rien n'interdise l'utilisation de compléments, l'omerta commence à s'installer dans le milieu cycliste. En 1955 par exemple, Jean Maléjac, qui a terminé deuxième de Louison Bobet dans le Tour de France 1953, est victime d'un malaise dans l'ascension du Mont Ventoux. Nombreux sont ceux qui interprètent cet incident comme la conséquence d'un abus d'amphétamines. Contraint à l'abandon, il s'inscrit en faux contre cette allégation. Interrogé beaucoup plus tard par les médias, il persiste dans cette voie. Pourtant, à la suite de l'étape, son soigneur, qui est aussi celui de Charlie Gaulle, est exclu, ce qui conforte l'idée d'une utilisation inadaptée d'un produit à usage médical. D'ailleurs, le rapport numéro 782 du Sénat des 17 et 18 juillet 2013 est très clair sur ce point puisqu'il mentionne le malaise de Jean Maléjac durant l'ascension du Mont Ventoux pendant le Tour de France 1955, consécutif à la prise d'amphétamines. Au même endroit et la même année, Ferdi Huyt-Kubler, vainqueur de l'épreuve en 1950, éprouve lui aussi des difficultés. Il se met à crier et à zigzaguer sur la route puis abandonne. Les soupçons de dopage se multiplient, d'autant que dans sa chambre des produits et des seringues sont découverts. Mais là encore, l'intéressé nie avoir utilisé ces substances bien que cet acte ne constitue pas à cette époque une faute. Des allusions à d'autres exemples de ce type peuvent être faites sans la moindre difficulté tant ils sont légion. Ainsi en est-il de l'abandon de Federico Bahamontes dans le Tour de 1957. Il résulte d'une douleur à un bras, consécutive à une injection intraveineuse effectuée par son directeur sportif. Mais ce que tout le monde a surtout en mémoire concerne la terrible chute de Roger Rivière dans la descente du col de Perjuret au cours de la Grande Boucle de 1960. Cet accident a entraîné une paralysie et a mis du coup un terme à sa carrière. Il est considéré comme le résultat de la prise de Palfium, un analgésique puissant qui retarde les réflexes et qui ne lui aurait pas permis de ce fait de freiner dans un virage le moment venu. En effet, des comprimés de ce médicament auraient été retrouvés dans les poches de son maillot. En 1962, au cours de l'étape Luchon-Carcassonne du Tour, l'affaire des poissons retient l'attention des suiveurs et commentateurs. Cité sur le site La Grande Boucle, le Tour de 1903 à nos jours est l'éveil des soupçons. Gaston Nencini, le vainqueur de 1960 et son équipier Alberto Asirelli, malades, ne prennent pas le départ. Hans Junkermann, Gilbert de Smet et Franck de Mulder exténués abandonnent en route. En tout, 14 coureurs dont 4 de l'équipe belge Viels-Groeneleeuw quittent la course pour des raisons de santé. Les responsables de cette formation évoquent une intoxication alimentaire. La fraîcheur des poissons, truite selon les uns ou sole d'après les autres, servie la veille au soir en serait responsable. Or, parmi les personnes atteintes, toutes n'ont pas dîné au même endroit. Certaines n'ont par ailleurs pas mangé de poisson. Pour le médecin du Tour, le docteur Dumas, un mauvais dosage de morphine expliquerait sans doute beaucoup mieux la situation. L'année précédente, celui-ci avait déjà été alerté par la concomitance de malaise observée chez de jeunes coureurs du Tour de l'Avenir et leur détention de substances dangereuses pour la santé. Il décide donc d'informer les responsables du sport cycliste. Mais c'est un événement ultérieur, la mort de Tom Simpson, qui va véritablement déclencher la lutte contre le dopage et en même temps faire entrer ce dernier dans la loi du silence. Dorénavant, reconnaître de façon publique l'utilisation de produits désormais interdits, comme l'ont fait par le passé les frères Pélissier ou Jacques Anquetil, c'est risquer une suspension et la dépossession de victoires éventuelles. Quand l'utilisation du dopage devient secrète. Le 13 juillet 1967, l'étape Marseille-Carpentras du Tour comporte l'ascension du redoutable Mont Ventoux.
La chaleur est torride. La température dépasse les 40 degrés Celsius, les coureurs chassent la canette. Juste avant d'attaquer l'impressionnante montée par Bédouin, voie la plus difficile, les coureurs, dont Tom Simpson, se précipitent dans un bar et boivent abondamment. Selon Jacques Lohmüller, ancien champion du monde sur piste et surtout ancien adjoint de Jacques Baudet à la direction du Tour, le Britannique aurait même absorbé la moitié d'une bouteille de cognac, comme le rapporte Jean-Pierre de Mondenard dans son livre 36 histoires du Tour de France. Au chalet Reynard, à 6 km du sommet, Tom Simpson fait partie avec Lucien Aymar, le vainqueur de l'année précédente, d'un groupe de favoris qui se tient à courte distance des échappés. Mais à 2 km, victime d'une terrible défaillance, il zigzague sur la route, fléchit, se tasse sur son vélo puis tombe sur le talus. Son mécanicien qui le suit descend de sa voiture et le remet en selle. Après quelques mètres, il chute de nouveau dans un état comateux. Le médecin du Tour, le docteur Dumas, arrive rapidement à sa hauteur, le place sous oxygène, effectue un massage cardiaque et le fait évacuer vers l'hôpital d'Avignon où son décès est constaté. Une autopsie révèle qu'il a succombé à un collapsus cardiaque, diminution drastique de la pression artérielle, qui résulterait probablement d'une association délétère d'amphétamine et d'alcool en présence d'une très forte chaleur. En effet, Tom Simpson est mort après avoir utilisé ces stimulants puisque l'autopsie en a mis en évidence et que des cachets ont été retrouvés dans les poches de son maillot. Cependant, des voix discordantes contestent la responsabilité des amphétamines dans le décès de Tom Simpson. Ainsi Jacques Anquetil affirme-t-il, selon Jean-Pierre de Mondenard, dopage, l'imposture des performances, dans le journal L'Équipe du 12 juillet 1979, autant que je sache, il est mort d'un collapsus cardiaque qui n'a pas été provoqué par l'usage des amphétamines. Un an plus tard, dans le Figaro du 30 juillet 1980, répondant à Marcel Julien, ex-président d'Antenne 2, il dit « Il serait mort d'une piqûre qu'on ne lui a pas faite et qui l'aurait sauvé ». Il fait allusion bien sûr à une interdiction de drogue sur le Tour, même dans la trousse des médecins. Or, parmi les composés non autorisés, certains ont des propriétés médicales permettant de sauver des vies le cas échéant. Il considère donc que ce faisant, il y a quasiment non-assistance à personne en danger. Robert Chapat, ancien coureur cycliste et responsable du service des sports d'Antenne 2, n'admet pas non plus que l'on désigne de façon péremptoire les amphétamines comme cause de la mort de son ami Tom Simpson. Il estime dans son ouvrage Quand claquent les portes, que des réactions parfois outrancières et des explications fausses ont été données du drame. Il s'en tient à la conclusion médicale, à savoir que le décès est dû à un collapsus cardiaque, conséquence d'un trop grand épuisement. Raphaël Gemignani abonde dans le sens de ceux qui contestent la responsabilité des amphétamines dans cette disparition. À cet égard, Jean-Pierre de Mondenard, toujours dans 36 histoires du Tour de France, utilise un argument original. Il rappelle qu'à la demande de l'épouse du défunt, les assurances ont indemnisé la veuve. Or, si son mari s'était dopé, c'est-à-dire s'il avait attenté à ses jours en quelque sorte, elle n'aurait rien versé. Bien évidemment, il est toujours difficile de déterminer les causes véritables d'un fait médical. Quoi qu'il en soit, la majorité des points de vue énoncés à propos de la mort de Tom Simpson prennent en compte l'absorption de substances dopantes. Rares sont ceux qui la désignent comme l'unique responsable de la mort. Beaucoup considèrent que dans ce décès à l'origine multifactorielle interviennent la chaleur, l'intensité de l'effort et les amphétamines. Pour essayer de ne plus connaître une telle situation, un cadre strict et des sanctions importantes en cas de non-respect voient progressivement le jour. La première loi adoptée en France en ce domaine, applicable à tous les sportifs et pas seulement aux cyclistes, a été celle défendue, en juin 1965, par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport du moment, Maurice Herzog. Connue sous le nom de loi Herzog, elle est intitulée en fait loi anti-stimulant, et non comme on pouvait le penser loi antidopage. Le 15 juin 2015, sur son site le journal L'Humanité interprète cette appellation par le fait qu'à l'époque, la communauté scientifique est persuadée que seuls les stimulants sont des dopants, les anabolisants étant assimilés à des vitamines. En réalité, cette loi n'a pas servi à grand-chose. Certes, elle a le mérite de donner une première définition du dopage et d'interdire l'usage de stimulants jugés dangereux pour la santé de leurs utilisateurs. Mais ces décrets d'application et la liste des produits qui font l'objet d'un contrôle ne sont publiés qu'un an plus tard.
En outre, ces derniers sont souvent désignés sous des dénominations chimiques difficiles à décrypter. Enfin, les coureurs contestent avec force cette inquisition, qui entrave, d'après eux, leur liberté de préparation et de gestion de carrière. Les premiers contrôles effectués sur le Tour le sont en 1966. Ils entraînent une grève du peloton. Quelques kilomètres après le départ de la 9e étape qui les conduit de Bordeaux à Bayonne, à l'écoute de leurs porte-parole Rick Van Looy et Jacques Anquetil, les concurrents descendent de vélo. Ils avancent un temps à pied, le vélo à la main. Ils protestent contre les contrôles effectués la nuit précédente. Bien que des examens se soient révélés positifs, en particulier aux amphétamines, aucun coureur n'est sanctionné. Évidemment, aucune exclusion n'est prononcée. La loi ne permet pas de condamnation, dans la mesure où elle stipule de manière non ambiguë que ce qui est interdit, c'est d'absorber sciemment un des produits de la liste publiée. Or, chacun des coureurs soupçonnés dénonce la possibilité de présence de substances interdites dans les bidons offerts par les spectateurs le long de la route. Malgré les difficultés d'application et l'inefficacité de la loi Herzog, il faut attendre 24 ans pour la remplacer. Une nouvelle loi est votée en juin 1989. Elle a été présentée par Roger Bambuck, secrétaire d'État chargé des sports auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Sports. Ce texte, appelé tout simplement loi Bambuck, instaure la possibilité de réaliser des contrôles inopinés en dehors des compétitions. Plus sévère que la précédente, elle sanctionne le fautif mais aussi son entourage s'il l'a incité, ou pire aidé à se doper. Mais là encore, elle ne donne pas entière satisfaction et laisse passer des tricheurs à travers les mailles de la répression. 10 ans plus tard, en mars 1999, Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, crée par la loi un Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ou CPLD. Cette autorité administrative constituée de 9 membres nommés par décret est présidée par un conseiller d'État. Elle est destinée à protéger la santé des sportifs tenus pour des victimes d'un système. Néanmoins, elle renforce les sanctions envers les athlètes fautifs tout en accroissant celles prononcées à l'encontre des fournisseurs des substances illicites. Ce CPLD est transformé en Agence française de lutte contre le dopage ou AFLD par une loi d'avril 2006 dite Loi Lamour, du nom du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, Jean-François Lamour, qui l'a portée. À cette AFLD est confiée la compétence de l'organisation et de la mise en œuvre des contrôles antidopage lors des compétitions, mais aussi au cours des entraînements. Elle intervient en particulier, en coordination avec l'Agence mondiale antidopage ou AMA créée, le 10 novembre 1999 à la suite des événements qui se sont déroulés dans le monde cycliste l'année précédente et auxquels il sera fait allusion un peu plus loin. Un laboratoire national de dépistage du dopage ou LNDD a été institué en 1966, lors de la publication des décrets d'application de la loi Herzog. Établi à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine depuis 1989, il est devenu, plus tard, un service de l'AFLD. À ce titre, il effectue toutes les analyses des échantillons prélevés. Il peut cependant faire appel à des laboratoires extérieurs, notamment dans les cas de contestation des résultats qu'il présente. Comme les structures qui l'ont précédé, l'AFLD exerce un pouvoir disciplinaire. Elle est habilitée à prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'à des suspensions. Enfin, une loi promulguée le 3 juillet 2008 définit les nouvelles conditions de lutte contre le dopage. Les procédures d'enquête pour remonter les filières de production et de distribution y sont précisées. Les sanctions sont également exposées. Elles concernent la fabrication, le transport, la vente ou la cession des produits dont l'utilisation à des fins sportives est interdite. Tous ces textes sont rassemblés dans le livre 2 titre 3 du Code du sport, régulièrement mis à jour, dont la dernière version date du 16 septembre 2019. Qu'en est-il de l'efficacité de ces mesures prises successivement en vue d'une part, de maintenir l'éthique du sport en réprimant la tricherie et d'autre part, de protéger la santé des intéressés ? Il faut bien reconnaître qu'au début, tout au moins, et pour ce qui concerne le monde cycliste plus précisément, elles n'ont pas produit les résultats escomptés. En effet, entre les deux premières lois qui ont pourtant vocation à le limiter, le dopage s'intensifie chez les coureurs.
Mais alors qu'hier ils avouaient sans détour user de diverses substances, aujourd'hui ils n'en font plus état et y ont recours dans la plus grande discrétion. L'intensification du dopage malgré la loi Herzog. Après la mort de Tom Simpson sur les pentes du mont Ventoux, les verdicts bien que dissonants accusent dans leur très grande majorité les amphétamines. La toute récente loi Herzog, trop balbutiante à cette époque, n'était pas parvenue à empêcher le drame. L'année suivante, en 1968 donc, les organisateurs du Tour... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.